Vrienden, om ons wat perspectief te geven over wat er vandaag in Catalonië gebeurt en hoe dat we daar naar moeten kijken, ben ik heel blij dat we zo meteen Toni Comín kunnen verwelkomen op dit podium. Toni komt uit een politiek geslacht dat teruggaat tot in de 19e eeuw in Catalonië. Hij is filosoof, hij is politicoloog en hij is professor aan de ESADE Business School. Hij is natuurlijk ook de minister van Volksgezondheid van Catalonië. Ik geef hem heel graag het woord. Hij zal in het Frans spreken. Ik zal proberen om daar af en toe een Nederlandstalige samenvatting, hoe imperfect ook, van te maken. Wij verwelkomen u heel graag Toni Comín. Bonne soirée, bonne nuit. Buenas nit. Vamos a casa. Buenas noches. También. Écoutez, je suis enchanté, je suis très content d'être là aujourd'hui, d'accompagner Lorin. C'est un ami récent que j'ai connu il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'ai découvert simultanément deux choses les derniers mois de ma vie. J'ai découvert la ville de Louvain. Et je crois que c'est une des plus belles villes pour vivre en Europe. Et j'ai découvert un homme qui a toutes les conditions pour être le mieux maire possible de la ville de Louvain. Je crois qu'Lorin, il va être le maire, il va être un des meilleurs maires de l'histoire de Louvain. Hein? Mais toi, tu devras le démontrer avec le fait. Hein? Dat ga ik niet vertalen. Attendez, avant de commencer, je vais faire une petite réflexion sur la situation politique aujourd'hui en Catalogne. Je crois que c'est de votre intérêt, cette question. Mais avant, je dois vous dire à tous qu'on est vraiment commotionné, positif de la solidarité qu'on a rencontrée ici du moment qu'on est arrivé. Toute la société flamande et vous, et votre organisation, et aussi en Belgique en général. Mais surtout ici, on a trouvé un accueil, on a trouvé une chaleur, on a trouvé une solidarité que pour moi c'est vraiment... je veux remercier ça. C'est obligatoire à remercier ça avec tout le cœur. Om te beginnen zegt Toni dat hij heel blij is dat hij zoveel warmte en dankbaarheid en solidariteit heeft mogen leren kennen hier in Vlaanderen, hier in Leuven, dat hij natuurlijk een van de mooiste steden van Europa vindt, en Toni kan het weten, komende van Barcelona. En hij bedankt ons eigenlijk en hij zegt van kijk, het is heel belangrijk van te voelen dat je gedragen wordt door een gemeenschap in een strijd die dat je voert voor democratie. Merci Lorin. Je voudrais partager avec vous une brève réflexion sur la situation politique en Catalogne. La Catalogne et aussi l'Espagne, elles ont aujourd'hui la crise politique la plus grave du moment qu'on a établi un État théoriquement démocratique. Jamais après l'année 78, jamais après la finalisation du franquisme, on s'avait trouvé avec une crise politique si grave dans l'État espagnol et dans la Catalogne. Nooit heeft Spanje een diepere crisis meegemaakt op vlak van democratie dan degene die vandaag in Spanje woedt, sinds de oprichting van de democratische, tenminste in theorie, zegt Toni, rechtsstaat in Spanje. Je crois qu'il faut comprendre bien les racines, les origines, la cause profonde de cette crise, parce que vraiment, la démocratie en Espagne aujourd'hui est un risque. C'est pas exagéré de dire que la démocratie en Espagne aujourd'hui est un risque. Et l'origine de cette crise, c'est le fait que maintenant on a découvert que la transition à la démocratie qu'on avait pensé qu'avait fait l'Espagne après l'année 65, maintenant on a découvert qu'elle n'était pas une vraie transition à la démocratie. Toni zegt dat er echt risico is voor de democratie in Spanje en dus ook voor de Europese Unie. En dat een van de redenen waarom dat gebeurt vandaag, is omdat de transitie van het eerdere regime in Spanje naar wat wij democratie noemen,
noemen nooit echt voltooid is geworden. Vous devez penser, vous qui êtes en pays du centre de l'Europe, la différence entre la fin du régime autoritaire qu'on a vécu aussi dans cette part de l'Europe et la fin du régime autoritaire en Espagne. J'explique très bref. Les fascismes, les nazismes, ils ont perdu. Ils ont perdu une guerre. Et la démocratie qu'on a fait en Europe a été une démocratie sans cette force politique. Par contre, en Espagne, on a fait un accord entre les partis qui viennent du franquisme et les partis démocrates. Et c'est pour ça que la démocratie en Espagne, c'est une démocratie de basse qualité, de mauvaise qualité. Tony legt uit dat volgens hem in Spanje er een democratie is die van niet zo'n hoge kwaliteit is en dat het verschil tussen het einde van de autoritaire regimes die heel Europa heeft gekend na de Tweede Wereldoorlog is dat in Europa er een oorlog is verloren door een autoritair regime en dan in Spanje op het einde van het Franco-tijdperk dat er een akkoord is gemaakt tussen verschillende partijen en dat een van de oorzaken is voor de crisis die we vandaag beleven. Par exemple, un des symptômes, un des exemples plus clairs de la crise de la démocratie en Espagne, c'est qu'il n'y a pas une vraie séparation des pouvoirs. Les deux plus importants tribunaux, les deux plus importants cours de la justice espagnole, à la cime de la justice espagnole, il y a le tribunal constitutionnel et la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Ces cours, elles sont absolument soumises au pouvoir exécutif. Je parle de ça dans un pays comme la Belgique, qui est connu dans le monde pour l'indépendance de la justice. Et sans l'indépendance de la justice, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas état de droit. Mais non, en Espagne, il n'y a pas indépendance de la justice. Een van de verschillen met België, zegt hij, is dat er in Spanje geen echte onafhankelijkheid is van de rechterlijke macht. Dat zelfs het Hooggerechtshof eigenlijk onder de curatele staat, zeg maar, van de uitvoerende macht. En hij zegt dat zijn ervaring hier in België is dat ons rechtssysteem een pak onafhankelijker is dan wat vandaag in Spanje het geval is. Par exemple, cette année, le Conseil d'Europe, il a fait un rapport dans lequel il analyse, il fait chaque année cet rapport, il analyse la qualité de l'état de droit, la qualité de la démocratie de tous les pays qui appartiennent, de tous les États qui appartiennent au Conseil de l'Europe. Et les rapports sur l'Espagne, il dit, écoute, il y a un très grave problème en Espagne parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ça, c'est le Conseil de l'Europe Greco, le groupe Greco, qui a fait ce rapport il y a un mois. Binnen de Raad van Europa is er een rapport dat zelfs nog vorige maand is uitgekomen van de Greco-groep dat juist hetzelfde zegt. En dat zegt van kijk, er is een probleem in Spanje met de onafhankelijkheid van justitie. Plus concrètement, notre crise a commencé l'année 2010. Il faut que je vous explique un petit moment que c'est important pour comprendre notre présent en Catalogne. On est l'année 2017, mais l'origine de notre problème actuel, c'est l'année 2010. Parce que l'année 2010, la Cour constitutionnelle, il a fait une sentence, une décision, je disais, une décision contre les statuts, c'est la constitution de la Catalogne, qu'il avait été déjà approuvé en référendum de part de tous les citoyens de la Catalogne. Alors, cette décision de la Cour constitutionnelle de l'année 2010, qui a été impulsée, a été cherchée pour l'actuel parti du gouvernement espagnol, le Parti populaire, cette sentence qui a été provoquée, inspirée pour les partis populaires, c'est la mort de la constitution espagnole. Dus volgens Tony gaat de crisis terug tot 2010. Om te begrijpen waar we vandaag zitten, moeten we 8 jaar terug in de tijd. Toen de Partido Popular het grondwettelijk hof heeft gevorderd om een uitspraak te doen over de grondwet van Catalonië. En die is daar ook veroordeeld, neem ik aan, meen ik te begrijpen uit wat hij vertelt. En daar zit een andere kiem van wat wij vandaag meemaken. Vous devez comprendre ça c'est vraiment
tragique pour la Catalogne et pour l'Espagne. Parce que la constitution espagnole, elle prévoyait un respect partial de la souveraineté de la Catalogne. Et c'est ça que cette décision de la Cour a éliminé. Alors, il faut comprendre bien quand maintenant les gouvernements de l'Europe, ils nous disent « Oh, les indépendantistes catalans, ils ont sauté la constitution espagnole », il faut expliquer non. C'est la droite espagnole, avec le soutien du socialisme espagnol, qui a tué la constitution espagnole l'année 2010. Ils ont tué absolument l'accord territorial de la constitution espagnole. Legt uit dat de beslissing die toen genomen is ervoor gezorgd heeft dat de gedeeltelijke soevereiniteit die de grondwet van Catalonië eigenlijk consacreerde, dat die toen vernietigd is geweest. En dat een tragedie is, zowel voor de Spaanse als voor de Catalaanse bevolking. En hij zegt van kijk, op dat ogenblik kan je niet meer zeggen, zoals legalisten nu doen, die onafhankelijkheidsstrijders in Catalonië, die negeren de Spaanse grondwet. Tony legt uit, in 2010 is net het omgekeerde gebeurd. Les plus réputés constitutionnalistes de l'Espagne, l'année 2010, ils ont dit si qui a fait la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État. Mais imaginez-vous les problèmes. Je vais faire une métaphore, on est dans un stade de football. On fait un match de football et l'arbitre, il est bien impartial, il joue avec un des équipes. Hij legt uit van kijk, je moet het vergelijken met een voetbalmatch waarin dat arbiter eigenlijk de 12e man is van een van de twee ploegen. La Cour constitutionnelle, c'est très important pour une démocratie. Elle doit être impartiale. En Espagne, elle n'est pas impartiale, pour tout ça que j'ai raconté. Alors pour ça, les constitutionnalistes, ils ont dit c'est un coup d'État. Mais le problème, est-ce que c'est un coup d'État duquel la Catalogne ne peut pas se défendre? Parce que c'est le plus important parti de l'Espagne, parti politique de l'Espagne, contrôle la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle, c'est directement l'auteur de cette coupe d'État, comment peut se défendre la Catalogne de cette coupe d'État si c'est les forces politiques et la Cour constitutionnelle les auteurs de ça? Hij zegt van kijk, zowel links als rechts in Spanje hebben we ervoor gezorgd dat er een soort staatsgreep werd gepleegd op die manier. En die staatsgreep die wordt mee mogelijk gemaakt volgens Tony Comín via het grondwettelijk hof in Spanje, dat niet onafhankelijk is volgens hem. Dus dat betekent dat Catalonië zich ook niet kan verdedigen, want de onafhankelijke arbiter waar ze verhaal zouden moeten gaan halen, die speelt dus mee met een van de ploegen die op het veld staan. Alors une dernière réflexion, parce que je ne vais pas m'élargir. À ces moments-là, le catalanisme, c'est un mouvement politique, vous pouvez bien le comprendre parce qu'il y a beaucoup de parallélismes. Le catalanisme, que c'est un mouvement politique qui a plus de 100 années, a compris que la loi fédérale, c'est impossible en Espagne. Ils ont compris qu'ils ne vont pas respecter même les petits morceaux de fédéralisme qu'il y a dans la Constitution. Alors, c'est pour ça que le catalanisme, l'année 2010, a compris, une majorité de la société catalane a compris que la seule voie pour survivre comme nation, c'était l'indépendance. Hij zegt van kijk, de beweging van de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijder dat meer dan 100 jaar oud is, heeft beseft, zeker in 2010, dat je niet gewoon naar een federale staat kan gaan in Spanje, omdat er toch geen respect is voor de regels die op die manier worden uitgevaardigd in dat land. En dat is natuurlijk een keerpunt geweest in het denken over de manier waarop Catalonië moet overleven in zo'n moeilijke context. Deux réflexions pour finir. La première, quand le catalanisme il a décidé d'essayer l'indépendance, il a fait une chose pas très différente de ce qu'on a fait au Québec, ou pas très différent de ce qu'on a fait à l'Écosse. Le Royaume-Uni, le Canada, ils ont décidé de négocier
ils ont décidé de gérer d'une façon négociée, d'une façon démocratique, parce que la démocratie, c'est la négociation, le défi de l'indépendantisme. Hij zegt van kijk, wat we zien in een land zoals het Verenigd Koninkrijk of zoals Canada met Quebec en het Verenigd Koninkrijk met Schotland, is dat er een onderhandeling heeft plaatsgevonden, dat die uitdaging samen is aangegaan tussen zowel Schotland als het Verenigd Koninkrijk en Quebec en Canada, over op welke manier kunnen we hieruit geraken en kunnen we een oplossing vinden die voor iedereen werkt. En dat is een groot verschil met wat er in Spanje gebeurt. Les seuls États du monde démocratique qui a décidé, devant le défi indépendantiste, qui a décidé de gérer ça à travers de la répression, c'est l'Espagne. C'est l'exception absolue. Les seuls États qui, devant un défi indépendantiste, devant les choix, négociation ou répression, ils décident de choisir la répression. Hij zegt dat Spanje het enige land is dat voor het vraagstuk van onafhankelijkheid dat in regio's leeft, gekozen heeft voor de repressie en niet voor de onderhandelingstechniek. Comprenez-vous en face d'un défi comme l'indépendance, un mouvement indépendantiste, un État, il a beaucoup de possibilités. Et je vais ordonner ces possibilités de la plus démocratique à la moins démocratique. La première, négocier la plus démocratique, c'est accorder un référendum toléré, comme on a fait en Canada, accorder, comme on a fait en Royaume-Uni, un référendum d'indépendance. Hij zegt er zijn verschillende opties die ik ga rangschikken, van meest democratisch naar minst democratisch, over hoe je met zo'n uitdaging, met zo'n vraagstuk kan omgaan als land. En de meest democratische is wat het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben gedaan, een aantal referenda toegelaten om de bevolking zich te laten uitspreken. On va être pas si démocratique, hein? Alors on a une autre possibilité. On n'accepte pas les référendums, mais on fait une réforme de la Constitution pour faire un État plus fédéral. Tweede optie, we gaan niet voor de superdemocratische optie, we gaan juist voor de treden op de ladder die eronder ligt. En wat we gaan doen is de grondwet aanpassen zodanig dat we naar een federale staat gaan. Dat had ook gekund. L'Espagne n'était pas capable de faire le premier, n'était pas capable de faire le deuxième. Troisième option. Écoute, on ne va pas réformer la Constitution, on ne va pas faire un État plus fédéral. Et s'ils font la déclaration d'indépendance, s'ils ont la majorité, ils vont au Parlement, ils font la déclaration d'indépendance, la Cour constitutionnelle va annuler ça. C'est tout. Un État d'une qualité démocratique moyenne a la possibilité d'annuler la déclaration d'indépendance. Ça veut dire utiliser la justice constitutionnelle et s'arrêter là. Hij zegt, en de volgende optie, die natuurlijk ook in Spanje is gebruikt, is het feit dat je een grondwettelijk hof hebt dat zich uitspreekt en dat er eigenlijk voor zorgt dat er geen vooruitgang kan komen in het hele onafhankelijkheidsstreven. L'Espagne, elle n'a pas fait ça. Il y a une quatrième option. C'est utiliser la Constitution d'une façon violente et dire je vais destituer les gouvernements régionaux. Maar ook die derde optie heeft Spanje dus niet gelicht. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor een vrij gewelddadige optie die erin bestond om ervoor te zorgen dat een verkozen regering eigenlijk ontzet werd. L'Espagne, elle a fait ça. Elle a profité d'un article de la Constitution. Elle a fait une interprétation illégale de cet article. Elle a destitué le gouvernement. Mais c'est à moi. Zij heeft ervoor gezorgd dat ze de grondwet geïnterpreteerd hebben op een manier die volgens Tony Comín niet legaal is en die ervoor gezorgd heeft dat ze op die manier gebruik konden maken van een grondwetsartikel om de regering uit haar rechten te ontzetten. Mais l'État espagnol, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'on peut faire encore une chose encore moins démocratique, que c'est la chose la plus grave qu'a fait l'Espagne. Que c'est mélanger la justice constitutionnelle avec la justice pénale. C'est pas normal dans une démocratie, cette mélange.
En zegt hij van kijk, Spanje is zelfs nog verder gegaan. Wat ze gedaan hebben is niet alleen de grondwettelijke rechterlijke macht ingezet, ze hebben daar ook nog eens het strafrecht aan gekoppeld. En waardoor dat je in de situatie zit dat mensen vandaag voor een mening in de gevangenis zitten. Mais dans la justice pénale, on peut aussi choisir l'intensité. On a fait la destitution du gouvernement, on cherche la voie pénale et la voie pénale donne la possibilité de faire l'inhabilitation des autorités politiques. C'est pas normal, parce qu'on ne doit pas être inhabilité pour avoir fait ce que disait son mandat électoral. Mais en tout cas, si tu décides de faire une chose que c'est pas normal en démocratie, que c'est utiliser la voie pénale, tu as une option pas forte, que c'est l'inhabilitation. Mais l'Espagne, elle ne s'arrêtait pas là. Les juges, inspirés pour le gouvernement, ils demandent notre inhabilitation. Mais ils demandent encore une autre chose. Ils demandent notre prison. 30 années de prison. Parce qu'ils ont décidé qu'on a fait le délit de rébellion. En zelfs daar kan je kiezen, zegt Tony. Je kan dan zeggen van kijk, als land, ja, wij gaan die strafrechterlijke macht inschakelen. Maar dan kan je zeggen, kijk, we stoppen aan het feit dat we een verkozen regering niet langer beslissingen laten nemen. Maar daar is Spanje niet gestopt volgens Tony Comín. Hij zegt van kijk, ze willen ons zelfs 30 jaar in de gevangenis stoppen, wat nog een stap verder is, omwille van het feit dat wij rebellie zouden gepleegd hebben. Et vous savez, la rébellion, c'est faire l'indépendance avec violence. Et en Catalogne, il y a eu pas un seconde, une minute de violence pendant les dernières 7 années. Alors maintenant, les juges, il est fou pour trouver la violence et il ne la trouve pas. Alors il a décidé d'inventer la violence. Et il a décidé que les gens, que le 1er octobre, ils sont allés au collège électoral pacifiquement. Il a dit, ça sert, c'est ça la violence. De rechter moet normaal gezien, om rebellie te kunnen inroepen, kunnen laten zien dat er effectief geweld is gepleegd. En wat Tony zegt is, er is zelfs geen seconde geweld gepleegd in Barcelona, waardoor dat er nu op een hele gekke manier een interpretatie wordt gemaakt over wat dat wel eens geweldpleging zou kunnen zijn, om zomaar onder het befaamde artikel te vallen waar het grondwettelijk hof zich op beroept. Alors, en résumé, hein, vous voyez, le gouvernement espagnol, l'État espagnol, pour gérer les défis indépendantistes, il avait 6 options. La plus démocratique, un référendum comme l'Écosse. La moins démocratique, la plus autoritaire, c'est incriminer pour rébellion un gouvernement absolument pacifique. Et vraiment, ils ont choisi la plus autoritaire. De toutes les options, ils avaient 6 options. Ils ont choisi la plus autoritaire. Ça, c'est une crise grave d'un État de l'Union européenne qui est en train d'abandonner la démocratie. Hij zegt van de 6 opties die op de tafel lagen, van de meest democratische die het uitvaardigen van een referendum was, tot de minst democratische mensen in de gevangenis steken, heeft Spanje er resoluut voor gekozen om die minst democratische optie te volgen. En dat is een groot probleem voor een rechtsstaat die deel uitmaakt van de Europese Unie. Een laatste idee. Ils ont convoqué des élections. Ils ont destitué le gouvernement catalan. Ils ont convoqué des élections. Nous, on considère que ce n'est pas des élections légales, mais on a dit, ok, même comme ça, on va se battre pour gagner les élections. Et on a gagné les élections. Ils n'espéraient pas ça. Ils espéraient que nous, on va perdre les élections. Mais mala suerte, comme dit en espagnol. C'est la démocratie, on a gagné. Dan hebben ze beslist van nieuwe verkiezingen uit te schrijven in Catalonië. En ook die verkiezingen hebben wij gewonnen, zegt Tony Comín. En hij zegt, too bad voor de Spaanse overheid. Maar er is duidelijk uit die stembus gebleken dat er een meerderheid was voor de partijen die onafhankelijkheidsstreven voorstaan. Et maintenant, aujourd'hui, le samedi, le vendredi, cette semaine,
le gouvernement espagnol, sans dissimuler, sans se cacher, il a dit « Nous, on ne va pas respecter les résultats des élections en Catalogne. Parce qu'on ne va pas permettre que ce qui a gagné les élections, que c'est l'indépendantisme, et dans l'indépendantisme, Puigdemont, et c'est la force la plus majoritaire dans l'indépendantisme, on ne peut pas accepter qu'il soit le président. Alors, c'est une chose jamais vue dans l'Union européenne. Hij zegt het is nog nooit gebeurd in de Europese Unie dat een staat, zonder zelfs proberen het te verstoppen, gewoon zegt wij aanvaarden de uitslag, de democratische uitslag van een verkiezing niet. Je finalise avec cette réflexion. Qu'est-ce qu'on fait devant l'évidence qu'il y a un État dans l'Union européenne qui a décidé qu'il ne va pas accepter la décision démocratique de ses citoyens? Pour être dans l'Union européenne, il y a beaucoup de conditions. Mais il y a une condition principale. Il faut être un État démocratique. Et la démocratie, ça veut dire accepter ce que les citoyens décident aux élections. Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un État, un gouvernement, la Cour constitutionnelle, etc., en Espagne, qui dit on n'a pas aucune intention de respecter les résultats électoraux. C'est grave. C'est dramatique, pas seulement pour la Catalogne. Je crois que ce n'est pas dramatique, pas seulement pour l'Espagne. Je crois que c'est dramatique pour l'Europe. Parce que l'Europe doit regarder ça et doit se demander qu'est-ce qu'on fait devant l'évidence qu'un de nos grands États de l'Union, il n'accepte pas les règles de la démocratie. Wat doen we als Europese Unie voor het bewijs dat er een staat is die de democratische uitslag van een verkiezing weigert te accepteren? Dat is de vraag die Tony stelt en waarmee hij eindigt. Hij zegt van kijk, de eerste regel om lid te worden van de EU is dat je een democratie bent. Wat doen we nu we zien dat dit niet langer het geval is in Spanje volgens hem? En dat is zijn afsluitende idee. En tout cas, je reviens où j'ai commencé. La Belgique, c'est une vraie démocratie. Et c'est pour ça que Lorin, il va gagner les élections. Alors je vais féliciter Lorin pour son futur succès. Et merci beaucoup, Lorin. Merci pour cette. Dank u wel, Tony. Tony zegt, we zijn een echte democratie. De N-VA in Leuven gaat de verkiezingen winnen. En hij zegt dat hij er wel een vertrouwen in heeft. Wij danken Tony om hier vandaag te zijn in heel moeilijke omstandigheden. Dank u wel, Tony. Merci. Ce sont des trucs locaux.